Nous allons parler des inondations au Niger qui ont déjà fait 35 morts et plus de 26 500 sinistrés. Nous allons également parler de la République centrafricaine où des rebelles se signalent à 550 km de Bangui, la capitale. République démocratique du Congo, le choix du président de la commission électorale continue toujours par diviser. Et puis on termine par le Togo. Fuite d'engrais, le gouvernement veut sévir. Avec nous pour analyser ces sujets, David Diagwavi de togosites.com. Ouais. Vous allez bien, David? Bonjour, oui, ça va. Ça va bien? Bien. Ouais, Adam Adjronou est également là, directeur de publication de Vision d'Afrique. Adam, bonjour. Bonjour Michel Takwa, bonjour auditrices, auditeurs, téléspectateurs qui nous regardent sur YouTube. Allez, Marc Aboflan, c'est la première fois que je vous reçois. Vous êtes le directeur de publication du site d'information Élite d'Afrique. Vous allez bien? Je vais très bien et c'est un plaisir de revenir sur les plateaux de Niveau. Allez, on commence donc par le Niger. Les fortes pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger ont fait 35 morts et plus de 26 500 sinistrés, ont indiqué samedi les autorités nigériennes. Adam Adjronou, ce sont des événements qui frappent le Niger et qui rendent on ne peut plus compliquer les équations. Oui, vous avez si bien dit. D'autant plus que vous savez, le Niger est confronté aujourd'hui à plusieurs crises. À ces crises-là viennent s'ajouter ces inondations qui ne sont pas un sujet particulier pour le Niger. On a dû comprendre qu'aujourd'hui, cette année, de fortes pluies sont annoncées un peu partout. On a vu en Europe où des gens étaient également sinistrés. Voilà, en Allemagne, en France, etc. Je pense que le Niger n'est pas à son premier acte en ce qui concerne donc ces inondations. C'est aussi monnaie courante dans ce pays. Et je pense que partout ailleurs, avant même l'annonce de ces inondations, les États prennent des dispositions pour pouvoir donc parer au plus pressant. Mais il n'en demeure pas moins de constater que malgré ces dispositions prises, il y a eu toujours des dégâts. En témoigne de ces dégâts-là que le Niger connaît ces derniers temps. Allez, Marc, on signale déjà 20 personnes qui sont mortes dans l'effondrement de leur maison et 15 par noyade. C'est quand même un bilan assez triste pour le Niger, qui est déjà l'un des pays les plus pauvres de la planète, où il y a beaucoup de difficultés, la famine. Et je pense que ces inondations viennent renforcer déjà une crise qui, dans un pays comme le Niger, est permanente. Et quand on sait qu'il n'y a pas vraiment de diligence au niveau des autorités publiques pour porter assistance à ces personnes qui sont aujourd'hui sinistrées, je pense que ça ne va faire qu'exacerber un peu la situation déjà existante au Niger. Mais il faut rappeler un peu le contexte du Niger, même si beaucoup de pays de la sous-région sont en proie à des inondations, parce que c'est quand même une zone très très basse par rapport au niveau de la mer. Le Niger a l'habitude d'être un désert. Et c'est rarement qu'on a connu des épisodes de fortes pluies comme ça. Et donc, ça appelle aussi au-delà de ces inondations qui ont lieu un peu partout, mais sur des zones où elles n'ont pas l'habitude d'avoir lieu. Ça en appelle à une prise de conscience et sur la question climatique et à des actions d'atténuation et de résilience des populations. Alors, David, les régions les plus touchées, Maradi, qui compte 10 morts, Agadez également, et Niamey, la capitale. Oui, et ce constat, il est aussi relatif au problème de changement climatique qui est connu et qui est discuté dans les grandes réunions mondiales. La question du changement climatique crée forcément des conséquences directes. Et c'est l'une de ces conséquences qui touche le Niger, qui pendant très longtemps n'a pas eu, pendant plusieurs années, n'a pas vécu une situation dramatique pareille. Le pays étant positionné dans une zone désertique assez avancée, vous connaissez un peu ce que ces pays désertiques subissent comme absence de pluie. Et quand, avec l'effet de changement climatique et tout le reste, lorsque les pluies tombent, c'est des dégâts colossaux qui sont occasionnés. Et la capitale, qui a été aussi touchée par ces inondations, constitue
une sorte de triste réalité. Quand vous allez à Niamey, vous voyez comment les constructions sont faites, qui ne respectent aucune règle de construction, de construction, et qui sont construites dans des endroits qui ne sont pas viables pour l'habitation. Ouais. Et quand il pleut, une petite pluie apporte forcément des gros dégâts. Et heureusement que le nombre de morts n'est pas assez avancé. C'est triste, mais je crois que ces pays subissent un peu aussi ces différents dégâts climatiques qui sont occasionnés du fait de la négligence que certains pays ont fait de ce changement climatique qui aujourd'hui apporte ou crée des conséquences directes dans des pays qui sont les plus touchés, qui sont les plus pauvres aussi en Afrique. C'est vrai, Adam en parlait tout à l'heure, la France, la Belgique, l'Allemagne ont subi des inondations cette année, oui, mais ici, qu'est-ce qui va être fait pour ces familles qui sont touchées et qui se retrouvent pour certaines sans abri, pour d'autres avec des pertes de parents? La question se pose. Heureusement que les autorités nigériennes ont compris la nécessité d'aller vers ces sinistrés pour leur apporter un soutien. Concrètement, Adam, David a posé la question, qu'est-ce qui va être fait? Les dégâts matériels sont on ne peut plus importants. 2500 maisons et cases détruites, une cinquantaine de classes d'école, de mosquées également, de boutiques, de greniers, de céréales endommagées. 708 têtes de bétail ont aussi péri. Non, le gouvernement, comme toute la population du Niger, est prise de court, pour la simple et bonne raison que c'est vrai, pour faire peut-être, à la suite de ce que David venait de dire tantôt, vous savez, l'État, surtout ce sont les pays côtiers, qui sont les pays pour la plupart du temps qui connaissent ces genres d'inondations. Donc vous convenez avec moi que lorsque le pays n'y connaît pas, on n'a pas l'habitude de pouvoir donc aménager des infrastructures de rétention d'eau, etc. Ou carrément des grands édifices qui sont construits ne sont pas construits sur les normes pour pouvoir donc anticiper sur ces genres d'événements. Donc vous convenez avec moi qu'il y aura forcément, disons, un déséquilibre dans les équations et également au niveau même des finances. Puisque, mais ce qu'il faut retenir, je pense que la solidarité étant, qu'il y a dans des pays, comme je le disais, nos pays côtiers qui sont la plupart du temps cités dans ce genre d'inondation, peut porter assistance à ces pays-là. Et surtout lorsque vous connaissez le Togo depuis 2009, 2010, 2008, nous avions connu des inondations énormes et que nous avions aussi invité des projets qui ont porté aussi assistance et ça a porté aussi fruit. Mais aujourd'hui, vous constaterez également que c'est déjà dépassé. Nous avons reconnu encore ces inondations, plus ou moins ces derniers temps, même si ce n'est pas aussi avec une grande acuité comme ce que nous avions connu par le passé, c'est quand même important. Et pour dire que je pense que le Niger doit quand même tirer le son des autres pays, comme le Togo, le Bénin, le Ghana. Le Bénin est beaucoup plus avancé dans ce genre de domaine pour réellement donc anticiper, pouvoir aménager à l'avenir et ne pas dire que voilà, nous sommes des pays sahéliens et qu'aujourd'hui avec le dérèglement climatique, on peut être surpris à tout le temps. Et surtout, il y a aussi des efforts aujourd'hui qui sont consentis par ces pays-là pour améliorer, disons, la question climatique. Il y a la Banque africaine de développement qui a financé un projet pour planter davantage d'arbres. Donc, avec ces modifications, à l'avenir, je pense que ce sont des pays qui ne seront pas différents de nos pays, qui sont des pays, pour la plupart du temps, cités dans ces camps d'inondation. Et donc, je pense que c'est quand même un déclic qui doit interpeller la vigilance aussi du gouvernement et de la population également. Vous pensez, Marc, que les autorités nigériennes vont tirer leçon de ce qui est arrivé parce que ces pluies sont fréquentes et surtout meurtrières. Mais apparemment, comme Adam l'a dit, il n'y a pas d'anticipation dans les choses. Oui, et je pense que c'est le véritable problème. Il n'y a pas d'anticipation et ça à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de l'extension des principales villes. De la ville de Niamey, par exemple, qui s'étend de manière quasi-anarchique, où les gens construisent aujourd'hui dans ce qui est le lit naturel du fleuve Niger et donc ce qui donne ça. Il y a
de l'improvisation aussi dans la gouvernance, dans l'aménagement du territoire même, dans la planification de ces événements, et puis dans la mise en place d'un certain nombre d'infrastructures d'assainissement au sein des principales villes. Et quand on connaît une ville comme Niamey, il faut relever aussi l'incivisme notoire des populations qui, finalement, pour le peu d'ouvrages d'assainissement qui existent, ils jettent des ordures ménagères, les bouchent, des fois même les détruisent pour des raisons de contestation politique et tout ça. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à tous les niveaux. Que le gouvernement d'abord prenne conscience. Je pense que le nouveau gouvernement de Bazoum a fort à faire, même si quand vous voyez la campagne qui a été menée avant son arrivée au pouvoir, vous sentez quand même qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont soutenu cette campagne et que forcément il y aura un tribut de guerre qui sera payé et que le développement du Mali n'est pas vraiment, du Niger n'est pas vraiment, à mon avis, au centre des préoccupations. Donc, il faudrait une prise de conscience qu'on remette le Niger, les Nigériens au centre des préoccupations et qu'on puisse travailler. Déjà que c'est une des populations les plus pauvres de la planète, des greniers détruits, des têtes de bétail détruites, alors qu'on sait que ce que le bétail représente pour toutes les familles sahéliennes, des familles qui ont perdu leur maison, et là même sur les mesures d'urgence que le gouvernement devrait prendre pour permettre à ces personnes sinistrées là de rapidement retrouver, en tout cas, un semblant de vie. Ces mesures tardent toujours à être prises, mais je pense qu'il faudra que très rapidement aussi la solidarité internationale, l'aide humanitaire se mobilise pour aider le Mali, le Niger, à juguler momentanément cette crise. David, l'année écoulée déjà, il y avait eu 73 morts, plus de 2 millions de personnes qui ont eu besoin d'assistance humanitaire. Même question à vous également. On n'est pas dans l'anticipation des choses, visiblement. Non, je crois qu'il faut aller sur des prévisions réelles. Vous savez, au Niger, il pleut rarement, très rarement, surtout dans ces pays désertiques qui sont proches du désert, la Libye, le Tchad, etc. Et donc, il faut que l'actuel gouvernement comprenne la nécessité d'investir dans l'assainissement de la ville de Niamey, précisément. Moi, j'ai eu la chance d'avoir visité cette ville et plusieurs fois, et je vous dis que rien ne se passe là-bas sur les normes. En termes de construction, vous savez, des Nigériens, c'est des multimillionnaires. C'est des gens qui ont tellement de fortune que ils passent... Un certain nombre. Voilà. Une partie, une minorité, comme on dit. C'est ça. Ils passent outre les exigences prescrites dans le cadre des permis de construire, comme ça se fait chez nous au Togo aujourd'hui. Et donc, les constructions, les investissements qu'ils font dans les constructions représentent la force de leur fortune. Donc, vous pouvez voir dans un quartier des immeubles construits à côté d'un bidonville. Et quand il pleut, toute l'eau va dans les bidonvilles et ça crée des dégâts assez forts. Et donc, il faut que l'actuel gouvernement s'investisse dans ce domaine-là pour apporter la solution réelle. Il ne faudrait pas attendre le drame avant d'agir. Il y a eu des inondations dans le passé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Cela voudrait dire que le gouvernement doit prévenir ces drames-là et doit apporter des solutions à ces sinistrés. Et aujourd'hui, c'est le Niger qui est touché par ce drame-là, malheureusement, étant encore un des pays les plus pauvres de la sous-région. Nous estimons quand même que le gouvernement écoutera véritablement les sinistrés et leur apportera le confort nécessaire ou le réconfort nécessaire pendant cette période qu'ils sont en train de traverser. Lorsqu'on vous dit que des familles ont perdu des bétails entiers au Niger, le bétail représente beaucoup. Et chaque famille dispose de cette tête de bétail-là qu'elle met en avant à des circonstances précises. Donc, on vous dit que ces bétails sont partis comme ça, des maisons qui sont détruites, près de 20 000, 26 000 sinistrés. Ça veut dire qu'à ces personnes, il faut apporter le soutien nécessaire. Est-ce que le gouvernement nigérien a les moyens de pouvoir répondre à ces besoins-là? Qu'on arrête d'aller apporter du riz
d'aller apporter de l'huile, d'aller apporter des nattes à des sinistrés. Il faut prévenir. Il faut l'assistance à long terme. Il faut prévenir. Et au-delà de cette assistance, il faut prévenir. Il faut renforcer les travaux pour que, quand il pleut, que l'eau de ruissellement puisse partir d'un point et aboutir et tomber dans un autre point, pour éviter que des villes entières soient inondées. Les pluies, c'est naturel. Il pleut partout, c'est vrai, il y a des dégâts. Mais visiblement, c'est fréquent. C'est qu'en 2019. Oui. Et donc, quand vous avez Mm. des statistiques comme ça veut dire que vous devriez prendre le taureau par les cornes. Allez, on va marquer une petite pause. On revient pour la suite.